Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle conférence du Congrès du télétravail. On va ensemble parler de collectivité et télétravail. Quels impacts pour le management public avec deux invités. Lionel Guiliacou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de la ville de Tours et de la métropole de Tours. Bonjour également à Jérôme Bertin qui est avec nous en duplex. Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable du développement et innovation pour l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on va pas présenter la ville de Tours ni la métropole. Peut-être que si, les effectifs de la ville et de la métropole, s'il vous plaît. Oui, la ville de Tours, c'est 2200 agents permanents. D'accord. Et la métropole, c'est 1600 agents permanents. Donc on est à peu près entre 3800 et 4000 agents permanents qui travaillent pour le compte des Tourangeaux. Ouais, géré par vos services, évidemment. Jérôme Bertin, on va expliquer ce qu'est l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Quelles sont les missions de l'ARACT ? Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Donc l'ARACT, ça veut dire Association régionale pour l'amélioration des conditions de l'emploi. Ça fait partie du réseau ANACT. Nous avons une maison mère qui s'appelle l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc c'est une association paritaire financée par les pouvoirs publics et dont l'activité est issue d'un dialogue entre partenaires sociaux, financeurs régionaux et financeurs nationaux. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à accompagner les organisations, notamment les entreprises privées, mais pas que. Nous ne travaillons pas qu'avec les PME, nous travaillons aussi avec des entreprises publiques, des collectivités. Et puis, ça sert à produire de la méthode et à la transférer pour que tous nos enseignements issus de nos interventions puissent bénéficier à tous. Et enfin, ça sert à aider les pouvoirs publics à imaginer des politiques, des dispositifs d'appui aux entreprises issus de notre expérience. Je vais revenir avec vous, Monsieur Guiliacou, ici en studio à Lyon. Vous représentez également l'ANDRH d'été, déclinaison dans les territoires d'un des partenaires de ce congrès du télétravail, qui est l'ANDRH. Petite définition, je vais commencer avec vous, Monsieur Guiliacou. Comment on définit le télétravail dans la fonction publique ? Alors c'est issu en fait d'un décret qui date du 11 février 2016, qui a consacré cette notion et qui repose sur des critères dits cumulatifs du télétravail. Tout d'abord, l'agent télétravail, il faut qu'il le demande, donc ça repose sur le volontariat. C'est volontaire, oui. Tout à fait. Ça se fait bien évidemment pas sur le lieu de travail, mais dans un autre lieu. Ça peut être plusieurs lieux de travail, ça peut être le domicile, ça peut être aussi un tiers-lieu. C'est aussi un temps minimal de présence sur site et en dehors, c'est-à-dire que dans la fonction publique, il n'y a pas a priori de télétravail 5 jours sur 5 ou à 100%, mais on est bien sur une alternance. Et puis, bien évidemment, on utilise les technologies de l'information et de la communication pour avoir cette qualification de télétravail. Donc, bien évidemment, cette définition est très proche de celle qui est en vigueur dans le Code du travail. En mars 2020, évidemment, grand chamboulement, on passe en full télétravail, on ferme l'ensemble des services publics, on met tout le monde à distance. Comment on a réagi dans cette urgence ? Comment on a pu s'adapter dans une ville, dans une métropole où on n'avait pas forcément l'habitude de télétravailler et où beaucoup de services ne sont pas télétravaillables ? Eh bien, en fait, on s'est aperçu que dès le premier jour, je me rappelle, le 17 mars, à 12h, il fallait donc quitter son service et rentrer chez soi. Et malgré tout, il y avait quand même un certain nombre d'activités à mener. Par exemple, pour les services des ressources humaines, mais il y avait des payes à verser pour la fin mars et il fallait bien s'organiser en conséquence. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas prévu tout ça ? On le fait en urgence et on en tire les enseignements quelques jours après. Et donc, au final, on a une situation très paradoxale, c'est qu'on n'était pas du tout préparé et on a dû déployer beaucoup d'agilité, je dirais, dans tous les services municipaux, métropolitains et dans tous les services publics en général pour faire face à la crise, puisqu'on s'est aperçu que les services publics de proximité, c'était les services qui devaient rester en fonctionnement lorsque tout le monde était chez soi. Voilà. Avec un avantage, c'est qu'on a retrouvé du sens. C'est ce que vous m'avez dit quand on s'est appelé avant cette émission. On a retrouvé du sens. Oui, du sens pour le service public. Moi, je me rappelle des personnes, alors qui n'étaient pas en télétravail, mais des rippers, par exemple, qui se sont retrouvés, on va dire, au front, parce que c'est comme ça que le président de la République l'avait nommé, et ont pu faire leur travail
Et on fait partie de ceux qui étaient à ce moment-là les premiers de cordée. Alors, je ne vais pas reprendre cette expression à mon compte, bien évidemment, puisque ce n'est pas l'objet, mais je dirais que ça a donné du sens, et même pour les services qui étaient en télétravail, puisqu'ils ont continué à produire du service public qu'on attendait à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a le service public qu'on attendait, et puis vous l'avez expliqué tout à l'heure, la paye, la continuité réellement du fonctionnement de l'employeur qui est la collectivité. Évidemment, il fallait assurer quelques jours après la paye du mois de mars, qui n'était pas une des plus simples, celle du mois d'avril non plus, en principe, sont les plus complexes dans les entreprises, du reste, et dans les collectivités. Alors, on va parler management, on va revenir vraiment à la thématique de notre émission. Quels impacts pour le management public dans une collectivité, qu'est-ce qui arrive à ce cadre, cet encadrant, qui se retrouve à devoir gérer du personnel sur place, physiquement, et du personnel en télétravail. Comment on fait ça ? En fait, c'est toute la difficulté de cet exercice. Je pense que les managers l'ont bien compris très rapidement et ils se sont retrouvés devant des gens qui étaient présents et des gens qui n'étaient pas sur le lieu de travail. Et il a fallu répartir les charges de travail, ça a l'air de rien, mais on ne peut pas demander plus à celui qui est en présentiel et moins à celui qui est en télétravail. Une question d'équité, oui. Tout à fait, une question d'équité. Ça, c'est une première chose. Il a fallu aussi gérer du collectif, alors que les gens n'étaient pas en collectif à ce moment-là. Et nous, on a pu constater que les agents des services publics se sont, adaptés très, très rapidement à retrouver, à garder le sens du collectif au moment où tout le monde était soit chez soi, soit en partie en présentiel. Voilà. Et donc, se sont organisés pour que les tâches individuelles puissent être faites en télétravail et les tâches collectives plutôt faites lorsqu'ils étaient en présentiel. Il a fallu trouver un moyen d'échanger aussi, un moyen de communication. Comment on s'organise, comment on réagit, en plus dans l'urgence ? C'est toute la difficulté. On n'avait pas forcément les moyens de communiquer tout de suite. Donc, il y a eu beaucoup d'utilisation de matériel personnel. Il faut le dire. Vous aviez cette autorisation d'utiliser le matériel personnel pour un usage pro pendant cette période ? Oui, ça c'était des consignes qui nous avaient été laissées par la direction générale de la DGAFP, de l'administration publique, et puis de la DGCL. Il y a eu tout un corpus réglementaire qui est arrivé assez vite. L'État a bien accompagné les collectivités sur ce plan-là et on a pu se caler très rapidement sur les directives de l'État. Ça a permis de fixer un cap et de garder, la tête haute dans ces moments un peu difficiles. Certains ont dû prendre leur ordinateur de bureau pour aller travailler à la maison aussi, parce qu'il y a des logiciels qu'on n'a pas sur nos machines personnelles. Oui, c'est ça. On a eu des petits déménagements qui continuent quelquefois parce qu'on est en pénurie de matériel aujourd'hui. Nos DSI ont bien du mal et nos services de la commande publique ont bien du mal à avoir les matériels en temps et en heure. Donc, puisque la demande est bien évidemment extrêmement forte, tout secteur d'activité confondu. C'est combien de communes, l'agglomération de Tours ? Il y a 22 communes. Donc ça veut dire 22 individualités quelque part aussi. Ça va être compliqué au moment où on déclenche tout ça, d'uniformiser quelque chose sur 22 communes ? Oui, alors après, il y a des exercices qui ne sont pas réalisables. Par exemple, homogénéiser le télétravail sur tout un territoire, sachant que chaque maire peut avoir lui-même ses éléments d'appréciation pour faire travailler ses services. Une partie des services communaux avait été transférée à la métropole. Et on a essayé d'échanger entre collègues RH, et notamment avec les directeurs généraux de services, pour justement trouver un mode de fonctionnement qui était finalement à la fois de l'ordre du possible et concrètement réalisable. Qu'est-ce que vous avez concrètement réalisé, obtenu ou optimisé ? Je dirais une manière de fonctionner déjà, une manière de communiquer. Il y a eu des cellules de crise, elles étaient au départ journalières. Régulières, oui. Tout à fait, et puis ensuite elles se sont espacées 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, et aujourd'hui nous sommes toujours sur ce pilotage de gestion de crise. Alors il y en a eu d'autres qui ont pris la suite ou qui se sont transformés progressivement, mais avec l'évolution de la crise sanitaire, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre métier là, pendant cette période tout à fait originale que l'on a vécue ?
Bah, on je vit pense encore que du reste. Ouais. ouais, tous les DRH ont apprécié de pouvoir compter les uns sur les autres. Je pense que c'était important de retrouver du collectif managérial, justement, collectif de direction, collectif de service. Il a fallu travailler différemment. Ça permet aussi des rapports humains un peu plus riches que ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire lorsqu'on est, on va dire, en période normale. Bon, mais qu'est-ce qu'une période normale aujourd'hui? On ne sait plus trop. Vous allez travailler dans quel sens sur le réglementaire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Alors nous, on a travaillé déjà sur un règlement. Ça existe, d'accord. Voilà, donc on attend le 1er septembre, selon les directives gouvernementales, pour mettre en place le télétravail de droit commun, qui a été déjà adopté par le Conseil métropolitain au mois de décembre 2020. On s'attendait à pouvoir aller plus vite, mais la situation sanitaire ne le permet pas aujourd'hui. Et puis à la ville de Tours, on vote le 5 juillet sur la mise en œuvre de ce règlement qui est un peu pratiquement rigoureusement identique, pas tout à fait, avec quelques différences. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on a produit quelque chose avec le dialogue social, en discutant énormément avec nos représentations du personnel, nos IRP. Lionel Liliakou, vous êtes notre invité, vous êtes le DRH de Tours Métropole, vous êtes le DRH de la ville de Tours. Si vous avez des questions pour Lionel Liliakou, vous n'hésitez pas, des réactions aussi ou un partage d'expérience pour vous qui avez vécu ce changement au mois de mars. On attend vos commentaires, vos réactions dans le chat sur cette fenêtre de diffusion. Jérôme Bertin, je vais venir vers vous et vers l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez travaillé pour une collectivité, c'est une grande collectivité de la région que vous avez accompagnée. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux et comment vous l'avez fait? On va le découvrir ensemble. Quel était le chantier prévu pour cette collectivité, Jérôme Bertin? Bien, disons qu'après quelques mois, à l'issue du premier confinement, cette collectivité, qui avait bien évidemment déjà une charte et un fonctionnement en télétravail, voulait faire le point et voulait adapter son règlement pour pouvoir mieux agir, développer de la qualité de service et puis, bien évidemment, adapter les organisations aux besoins à la fois du public et puis des équipes. Donc, sur ce projet, il y avait un cabinet privé qui a accompagné la collectivité qui désirait faire une première étape de bilan. Et il nous a été demandé de pouvoir compléter ce bilan sur les questions qui étaient de l'ordre de notre expertise, sur le télétravail, sur la qualité de vie au travail, sur l'organisation du travail, sur le management et sur le dialogue social. Donc c'est ce que nous avons fait. Puis dans un deuxième temps, nous avons alimenté des groupes de travail paritaires qui se sont mis en place pour pouvoir adapter le règlement existant, et ce qui a permis d'ailleurs d'aboutir à une charte qui est aujourd'hui partagée, acceptée et qui va se mettre en place prochainement. Vous avez entendu tout à l'heure M. Liliakou qui parlait du management lié à la collectivité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les pratiques managériales des collectivités? Alors peut-être qu'on peut faire une comparaison avec les entreprises, puisqu'avec M. Liliakou, on a déjà exprimé quelques-unes des spécificités. Déjà, je rejoins monsieur en disant que il a fallu organiser l'action, gérer l'équité, et puis pouvoir s'adapter. Donc les managers ont été au cœur de l'action de la collectivité. Et ça s'est produit de façon différente selon les managers, bien évidemment, même s'il y avait une ligne forte. Ce qui était intéressant, c'est que la collectivité a développé des activités de crise importantes, notamment pour pouvoir soutenir les entreprises, et que l'ensemble des services produits par la collectivité ont dû être un peu reconfigurés. Donc les managers avaient comme pour mission de développer une plus forte transversalité entre les services
Il y avait certaines opérations qui réclamaient du volontariat, qui réclamaient de la coopération interservices, et donc ça a été les premiers acteurs qui ont été à la manœuvre pour pouvoir assurer la qualité de service. Ce qu'on constate donc, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation des managers, une forte densification de leur travail, mais des pratiques de suivi individuelles et collectives fortement divergentes ou fortement différentes en fonction des services et des personnes. Donc peut-être ce qui est plus difficile en collectivité, c'est de trouver un fonctionnement homogène parmi l'encadrement, tellement l'encadrement est divers, tellement il est nombreux, et tellement parfois l'encadrement lui-même est laissé seul face aux adaptations qu'il doit opérer. Est-ce que le statut change quelque chose dans la manière de manager et aujourd'hui, la question évidemment dans cette ère post-Covid? Monsieur Diliakou pour commencer, puis Monsieur Bertin, on ira vous écouter également. Alors certainement, le statut en lui-même fixe des règles dérogatoires au droit commun. Hein, voilà, il faut l'accepter. Donc c'est une source de sécurité juridique pour un certain nombre d'aspects. Et puis il peut y avoir des aspects peut-être un peu plus directifs dans le statut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a un projet d'accord dans la fonction publique, un projet d'accord collectif finalement sur, alors c'est très nouveau, ça c'est les ordonnances Macron 2020, donc là on se retrouve donc dans une séquence un peu nouvelle où on va encadrer le télétravail, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et en laissant des possibilités d'adaptation par accords locaux, donc des collectivités. Donc on se trouve dans une situation là aussi un peu hybride, qui ne nous était pas tout à fait qui nous était pas familière jusqu'à présent, c'est-à-dire que on laisse, et c'est ce que demandent d'ailleurs les associations d'employeurs, que ce soit l'association des départements de France, l'association des maires de France, l'association des grandes villes de France, aujourd'hui rebaptisée France urbaine, où on demande effectivement un certain nombre de latitudes pour que les exécutifs locaux mettent en place des modalités de fonctionnement qui leur appartiennent et qu'ils soient beaucoup plus adaptés finalement à la réalité de la collectivité. Voilà. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de points qui sont en cours de clarification. D'ailleurs, les groupements d'employeurs sollicitent des clarifications de la part de l'État pour savoir quelle marge de manœuvre, justement, on va laisser et quel va être l'aspect prescriptif de ce projet d'accord. Mais c'est une belle avancée, je dirais, de dialogue social, puisque chacun est dans son rôle, voilà, pour faire avancer, je veux dire, ce type de dossier qui n'est pas simple, en fait, à mettre en place au quotidien. Jérôme Bertin. Oui, je valide à plein. Ça pose d'ailleurs beaucoup de questions, cette histoire de statut, et beaucoup de questions d'équité. Bon, c'est peut-être pas tout à fait propre aux collectivités territoriales, mais en tout cas, je sais que pour la gestion de crise, dans la collectivité dont je parle, en fait, la question de statut, comment dire, posait automatiquement des règles. C'est-à-dire que il y avait des péréquations entre le statut et le nombre de jours télétravaillés qui pouvaient ne pas correspondre en fait aux contraintes de la crise. Mais c'était difficilement dépassable. Et ça a été tout un débat d'un groupe de travail. Comment fait-on pour essayer d'ajuster cela? Voilà ce que je peux vous dire spontanément sur cette question de statut et de gestion de management affilié.
J'ai une réaction, celle d'Adeline, qui nous indique dans le chat, dans la charte nouvelle, comment concilier efficacité au travail et conciliation vie privée, vie publique? Alors, c'est assez technique, en tout cas pour moi. En effet, si on veut des jours flottants en fonction des activités du service ou si l'on veut que les agents puissent revenir en fonction des aléas de service, cela ne permet pas aux agents de s'organiser en fonction de leur jour de télétravail. Ça réduit donc le volet attractivité. Est-ce qu'on doit faire un choix entre ces deux objectifs ou est-ce qu'on peut imaginer un mode de conciliation? Alors, c'est vrai que nous, dans nos règlements, on a laissé bien sûr la latitude de fixer la journée, de demander une journée, mais il faut concilier aussi l'impératif d'organisation du service. Donc, on peut faire du télétravail ponctuel, chez nous, par exemple. On s'est donné la possibilité de faire les deux, en fait. Un télétravail un jour par semaine et ponctuellement travailler 1 ou 2 jours par mois pour permettre justement de faire des travaux spécifiques. On peut avoir besoin pour un cadre ou pour quelqu'un d'autre de travailler sur un dossier en particulier. On a besoin de recul, de calme et donc on a prévu les deux possibilités. Après, de faire des jours flottants et dans la semaine, ça peut être compliqué pour un service de s'organiser avec de telles latitudes. Voilà, donc on a pris une voie médiane en ce qui nous concerne, du télétravail prévu, on va dire, et du télétravail prévu et régulier, et du télétravail ponctuel, 1 à 2 fois par mois. Il n'y a qu'une dérogation particulière, c'est lorsqu'on a vraiment affaire à des situations de type handicap, où là, on a besoin de plus de télétravail, par exemple, compte tenu de l'adaptation du poste de travail du salarié. Voilà. Adeline nous citait un exemple, un agent qui s'organise en télétravail pour faire manger ses enfants le midi à domicile ou pour aller le chercher plus tôt du fait de l'absence de trajet. Et cet exemple très concret, ça contribue tout de même à ce qu'on appelle la QVT, à la qualité de vie au travail, Jérôme Bertin. Oui, bien sûr, ça a été je me retrouve tout à fait dans le témoignage de monsieur, ça a été une des exigences très fortes, ou en tout cas un débat très fort au sein de la collectivité, et les situations restent, les solutions restent identiques. On sait que avoir une latitude de conciliation vie professionnelle, vie privée, c'est un fort élément d'attractivité, mais aussi d'engagement dans le métier, d'engagement dans l'activité. Donc, ça a été un débat très important. Il y a une autre situation qui a été, pour donner un peu de la chair, il y a une autre situation qui a été débattue, puisque dans notre région, on trouvait quand même de nombreuses fois le cas, ça a été les conditions météorologiques. Lorsqu'un agent habite loin, dans les montagnes, et que la neige envahit tout, il y a aussi la possibilité de pouvoir faire du télétravail exceptionnellement le jour considéré. Et on voit que c'est non seulement attractif, mais pas beaucoup plus que ça, c'est performant. Donc ce sont des débats qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires de poser, et à chaque collectivité de trouver son compromis, sachant que les compromis sont toujours très, très contraints à trouver. C'était l'occasion de parler de territoire. On a un petit peu parlé de ces 22 communes différentes qui composent la métropole, qui ne sont pas forcément d'accord. Mais on n'a pas parlé d'étendue de territoire, Jérôme Bertin. Ça compte énormément, parce que du service public, on en trouve, vous l'avez dit, au fin fond des montagnes, comme dans une métropole comme celle de Lyon. Et ça peut être diffus et très très loin quand on compte sur Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, bien sûr, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'Autriche. Donc forcément, mais après il ne faut pas confondre télétravail et puis travail à distance ou travail localisé dans des lieux. Mais la crise pandémique a reposé toutes ces questions. Et ça a été là encore des débats nourris, difficiles à résoudre juridiquement, mais qui sont absolument nécessaires de pouvoir être débattu, parce qu'en fait, il en va de la question de la performance de l'activité, de la qualité du service et de la qualité du travail, donc de l'engagement du travail des agents. C'est quoi les clés sur un territoire très très large pour n'oublier personne en fait et fédérer tout le monde et accompagner tout le monde dans ce qui est une nouvelle façon de travailler?
Déjà, c'est prendre en compte l'organisation existante. Hein. Et puis ensuite, c'est d'essayer de voir quelles sont les contraintes de service et puis ce qui peut favoriser la qualité du travail tout en restant juridiquement admissible. Après, comment vous dire, je pense que la crise a remis, la crise sanitaire a remis sur la table un certain nombre de débats, qu'en ce moment, les questions ou les contraintes juridiques essayent d'être soulevées et que, en fait, la place du dialogue social doit être vraiment importante, quel que soit l'accord. Les solutions trouvées et les contraintes, forcément il y en a, non réglées, il est important qu'il y ait un consensus. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, qui est très difficile à faire, je trouve, malgré tout en fonction publique, c'est d'essayer non pas de raisonner statut, métier, mais de raisonner activité. Et peut-être cette tension entre métier, statut et activité est peut-être plus forte dans une collectivité territoriale aujourd'hui. Ouais. Je prends un exemple, je ne sais pas si ça parle, la dichotomie, si on peut parler de dichotomie métier-activité. Métier, c'est peut-être assistante administrative. C'est le poste. Ouais. Voilà, c'est le poste. Activité, c'est ce que fait une assistante administrative, gestionnaire par exemple, et qui peut-être statutairement a déjà une définition du télétravail posée, mais lorsqu'on regarde dans son activité, en fait, ce qu'on pourrait considérer être non télétravaillable peut parfaitement l'être. Je me souviens d'une autre collectivité qui réfléchissait sur le renouvellement de ses pratiques de télétravail et la DRH qui était vraiment très convaincue de la nécessité non seulement de s'améliorer dans les pratiques de télétravail, mais d'essayer de les diffuser au maximum sur l'ensemble des métiers, a quand même réussi par tout un travail collaboratif avec les agents, à quand même trouver des activités télétravaillables pour des managers. Donc, on pourrait considérer qu'un manager en télétravail, c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais en réalité, il y a bien une partie d'activités des maîtres nageurs qui peuvent être télétravaillées. Donc cette approche par activité et non pas par métier est aussi intéressante, même si elle pose d'autres problèmes. Voilà, le maître nageur, si on prend cet exemple, évidemment, on n'a pas que son travail en bord de bassin, il y a notre travail préparatoire, notre travail de gestion, travail individuel, vous le disiez tout à l'heure, Lionel, il y a ça aussi, cette partie-là qui est certainement télétravaillable. Le désilotage, c'est ce que vous faites aussi sur l'agglomération, désilotage des métiers, pas des postes, mais plutôt des activités? En fait, on a commencé par une enquête. Parce qu'au sortir du confinement, je parle du mois de mai 2020, et la DRH était débordée, on n'avait pas les moyens, et donc on a sollicité un cadre de chez nous qui a fait donc une enquête auprès des services, auprès des managers, et puis auprès plus généralement de ceux qui voulaient s'y prêter. On a fait une enquête sur notre intranet, il y a eu beaucoup de réponses. Et effectivement, les conclusions, c'était ce que dit M. Bertin. Monsieur Bertin. Hein, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des personnes qui peuvent télétravailler, même si leur métier, a priori, n'est pas télétravaillable. On peut penser qu'un agent de maîtrise a du travail de planification, de préparation de chantier. Vous leur aviez proposé vous leur aviez proposé une question ouverte. Qu'est-ce qui est télétravaillable dans votre métier? Voilà, c'était ouvert que ça. Et voilà la conclusion de l'étude, qu'on avait fait une petite étude en interne, qui n'avait pas d'autre prétention que de mieux réfléchir finalement à la question, était arrivée à ces conclusions. Alors, entre la conclusion de l'enquête et puis la mise en œuvre, il y a toujours un pas, on n'en est pas encore là, mais tout cela est dans notre esprit. Je pense aussi que, d'une manière générale, les associations de DRH sont convaincues de ce prisme de télétravail par activité. J'ai lu récemment que même France Urbaine posait la question, un agent d'accueil qui est au public,
à un moment donné, est-ce qu'elle ne peut pas travailler une demi-journée par semaine pour faire un débrief de son activité sur, pourquoi pas, les incidents qu'elle a pu connaître durant la semaine, faire des relevés d'indicateurs qu'on pourrait lui demander, alors qu'a priori, un agent d'accueil, c'est à l'accueil. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un peu le même exemple que le MMS, enfin, ou l'éducateur des activités physiques et sportives. Et c'est vrai que voilà, on peut aller jusque-là. On n'y est pas arrivé encore, je vous le dis très modestement. On fait des choses pas à pas. Et puis en expérimentant, nous, notre souhait, c'est aussi de faire des bilans par étapes, ou d'un an, une fois qu'on sera revenu en droit commun, réinvestiguer ce qu'on a déjà mis en place pour améliorer, et puis peut-être aussi convaincre les récalcitrants s'il y en a. Puis peut-être constater que chez nous, il y a une grande partie des activités qui ne sont tout simplement pas télétravaillables, et puis voilà, c'est pas grave. Vous avez déjà une projection, j'imagine, une idée à 10 ans, dans 10 ans, comment sera l'agent territorial? En tout cas, il sera beaucoup plus connecté, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on l'a débattu sur ce plateau ce matin déjà, et cet après-midi, il y a une digitalisation, voilà, et donc tout le monde y vient. Moi, j'ai aussi pas mal de personnes, d'agents techniques qui travaillent dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la propreté urbaine, etc., qui sont aujourd'hui ultra connectés avec des moyens de communication, des releveurs qui sont performants, voilà. Et c'est des gens qui aujourd'hui vont pouvoir bénéficier de toute cette technologie. Hein. Et là, il y a juste beaucoup d'accompagnement à faire des services, des nouveaux arrivants, et puis surtout former le management, parce que les managers, effectivement, ont été un peu seuls à gérer cette problématique au départ, tout le monde étant très occupé dans la gestion de la crise. Et c'est ça qui est le plus important. Je reprends les termes que j'ai entendus aujourd'hui, comme aussi faire confiance. C'est pas évident, parce que jusqu'à maintenant, on surveillait d'abord, et puis on faisait confiance ensuite. Donc il y a ces phénomènes de délégation qui sont à l'épreuve. Et puis ça veut dire qu'il y a des systèmes de contrôle qu'on doit mettre en place, parce que qui dit faire confiance dit aussi contrôler un minimum. Question, les venir, on pointe ou pas à la maison? Moi j'ai des personnels qui pointent et j'en ai d'autres qui ne pointent pas, parce que... Une solution logicielle en fait, digitale? Tout à fait, et il y a des gens qui pointent sur leur ordinateur, d'autres qui pointent encore à la pointeuse, et puis d'autres qui ne pointent pas parce qu'ils ont des horaires qui ne sont pas variables tout simplement. Et ils doivent être là à l'heure à 7h52 s'ils prennent leur travail. Leur poste à cette heure-là, ouais. Voilà. Les agents se comparent, alors c'est Adeline qui vient de contribuer également dans le chat, les agents se comparent beaucoup alors que les contextes, les activités peuvent être différents, cela met les cadres sous pression. Avez-vous fait une sensibilisation du côté agent sur ce volet? En tout cas, on a communiqué. Alors la sensibilisation aujourd'hui, elle reste beaucoup l'œuvre et l'apanage, on va dire, des cadres. C'est à eux qu'on demande aussi de diffuser, la DRH étant là en accompagnement du dispositif, et puis surtout répondre aux difficultés de gestion, parce qu'il y en a au quotidien en fait. Parce que tous ces dispositifs qu'on met en place génèrent beaucoup finalement, on va dire, de soutien, de règlement, de doctrine aussi, parce qu'on se fait aussi nous-mêmes notre doctrine au fur et à mesure. Et ça, c'est important parce qu'il faut qu'on soit aligné sur des positions qui soient applicables pour tous les agents qui sont placés dans les mêmes conditions. Et c'est là où on peut avoir effectivement des difficultés en termes d'équité de traitement. Et ça, on sait très bien que les agents sont extrêmement attentifs à ce que tout le monde soit traité de la même façon. Et c'est souvent le reproche qu'on nous fait quand deux situations ne sont pas gérées de la même façon alors qu'elles devraient l'être. Jérôme Bertin, la même question que tout à l'heure à Lionel. Comment vous le voyez, cet agent dans 10 ans? Il est 3.0, il est comment cet agent? Alors, je ne sais pas. Je sais qu'à un certain moment, on a parlé de salariés compétents, puis après de salariés engagés. Aujourd'hui, on parle de salariés connectés, voire de salariés augmentés. Bon, ça, c'est dans le service, dans le secteur privé. Je suppose que
cette espèce d'évolution, même si elle peut être très effrayante, va avoir lieu, bien évidemment, dans la fonction publique. Pendant que vous posiez la question, moi, je me faisais la même réflexion que monsieur sur le management, ce qui est absolument fondamental, c'est que demain, la latitude et la sensibilisation, l'outillage des managers soit réellement effectué, ce qui pose des problèmes autres, hein, quelle latitude ils ont réellement, mais en tout cas, les actes managériaux doivent être évolués. Ce qui était assez intéressant dans cette collectivité, le bilan avait constaté que pendant ce premier confinement, les agents se sentaient quand même assez épaulés par les encadrants, mais pratiquement à 90%, aucun des objectifs n'avait été réajusté. C'est-à-dire qu'on avait des managers soucieux, j'allais presque dire, du bien-être de leurs salariés, soucieux de la qualité des relations collectives qu'on essayait de réorganiser d'une façon ou d'une autre, mais qui n'avaient absolument aucun travail sur l'adaptation du travail, justement. Et que ça a fini par poser un certain nombre de problèmes. Ce qui me semble être très très positif, comme la ville de Tours, c'est qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait une seule organisation qui n'essaye pas de repenser les choses, d'offrir du soutien aux managers. En tout cas, pour cette région-là, ça a été l'occasion d'accélérer un projet de soutien aux managers à large échelle, dans lequel nous sommes aussi investis, avec la mise en place, par exemple, d'une université interne de management et des séminaires de partage de pratiques, des séminaires d'amélioration de pratiques qui permettent aux managers de s'inspirer, d'inventer de nouveaux actes professionnels. Et ça me semble vraiment aller dans le bon sens. Merci Monsieur Bertin pour ce témoignage cet après-midi dans le cadre de ce congrès du télétravail. Lionel Guiliacou, merci beaucoup également d'avoir échangé avec nous. Je vous laisse le mot de la fin, on va faire un petit aller-retour, 30 secondes à chacun d'entre vous pour terminer cet échange. On a peut-être oublié d'ailleurs, il y a énormément de choses à dire. Je vous laisse commencer Monsieur Bertin et puis on finira avec vous Monsieur Guiliacou ici à Lyon. Oui, je vais pas faire une synthèse, je voudrais prendre... Non, l'idée c'est d'ouvrir, hein, de projeter. Voilà, je voudrais prendre ces quelques secondes pour dire ce qui nous a étonnés en fait dans cet accompagnement. L'étude, le bilan qui avait été fait était un bilan d'incroyable qualité. Tous les agents volontaires avaient été questionnés, tous les métiers avaient été concernés et ça nous donnait une photographie assez importante de l'expérience et des conséquences de cette expérience et des attentes des agents. Néanmoins, il y avait quelques oublis. Et quelques oublis qui, je pense, étaient involontaires et qui étaient dus à l'inexpérience et à la situation inédite de la crise. La question des conditions de travail au sens propre avait été complètement oubliée. Les agents même ne s'étaient pas exprimés là-dessus. Quand je dis conditions de travail, c'était lié au matériel. Hein, on sait que des questions d'ergonomie toutes bêtes peuvent poser problème sur le télétravail, mais c'était aussi des questions de densification du travail, des questions d'horaire, de porosité entre vie privée et vie professionnelle qui avaient été quasiment totalement oubliées et inexprimées. En revanche, les questions de sens liées à la crise, les questions, de bien-être liées au temps de trajet fortement réduit et pour cause, avait été fortement exprimée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question des conditions de travail, des questions de santé sont souvent peu exprimées
parce que le terme qualité de vie au travail cache un certain nombre de choses. Et par qualité de vie au travail, on entend souvent plutôt, convivialité que réellement les évolutions de la santé liées au travail propre. Merci. Donc une attention particulière peut-être à porter sur ces éléments-là. Et là ce travail encore, à faire, ouais. Ouais, là encore, l'encadrement a beaucoup de travail à faire. Merci Jérôme Martin. Lionel Diliakou, quelques mots en conclusion, puis une ouverture là aussi. Oui, voilà, on vient de traverser vraiment une situation vraiment très particulière qu'on n'avait pas du tout anticipée. Voilà, comme quoi on n'anticipe vraiment jamais rien, enfin pas tout en tout cas. Et ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, dans les plans de qualité de vie au travail, on a souvent retrouvé dans les collectivités tout l'aspect qui était lié au management et aux conditions de travail, parce que ça existe aussi dans les plans de qualité de vie au travail des collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on prend une dimension aussi de cohésion sociale, on va dire, d'une manière générale. Et puis, on aborde par ce fait les notions de transition écologique qui sont aujourd'hui très prégnantes dans les programmes politiques. Alors, en particulier à Tours, mais pas simplement, on voit bien qu'à Lyon aussi, et tout converge. Donc, je pense que la difficulté de notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur la prise en compte d'un environnement extrêmement changeant, nouveau, qui questionne non seulement le salariat, mais qui questionne bien sûr le statut, mais qui questionne aussi donc la société tout entière, nos modes de vie finalement, nos modes de relation avec le travail, avec le sens de sa vie finalement. Et c'est là où effectivement on est quand même dans quelque chose de très très nouveau, hein, beaucoup plus que, me semble-t-il aujourd'hui, par un bouleversement des repères, beaucoup plus que ça ne l'a été ces 10 dernières années. En tout cas, moi c'est ce que je ressens aujourd'hui avec le recul de l'âge. Merci pour ce partage, pour cet échange. Merci beaucoup Jérôme Bertin, merci beaucoup Lionel Diliakou. Le congrès du télétravail continue évidemment sur Internet pour revoir ces vidéos et suivre le programme du congrès, congrestélétravail.com. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.